de 3 mots là. Et voilà, on y est. Nous sommes vendredi 21 janvier. Lancelot est parmi nous. Attention, ça envoie du lourd. Merci à vous tous de vous être connectés. Ça va être topissime. Donc, je vous rappelle, c'est la 7e édition. En fait, c'est donc le Café Maker. On les a nommés comme ça. On les a ouverts à tout le monde. Bon, bien évidemment, il y a pas mal de décathloniens qui sont dans la mailing list, mais par contre, il y a aussi des externes. Merci Caro d'être présent parmi nous aujourd'hui. Et du coup, aujourd'hui, on a la joie de vous présenter donc Lancelot qui représente sa team, qui a lancé une startup qui s'appelle Epure. Et du coup, je lui passe la main puisqu'il va vous expliquer ce qu'il fait depuis quelques années. Et Lancelot, c'est à toi. Salut tout le monde. Oui, je vois qu'il y a un petit décalage. Non, mais du coup, merci pour être intéressé à mon projet. Je m'appelle Lancelot. J'étais chez Decathlon il y a encore 8 mois. Et en fait, j'étais le collègue d'un. Enfin, bon, je travaillais à la course d'orientation. J'étais ingénieur produit, designer. Et en fait, il se trouve que quand j'étais arrivé en stage, même un peu avant, j'ai rencontré un autre gars qui s'appelle Colin, qui est mon pote, et qui est devenu mon associé. Et en gros, pour résumer cette histoire-là, Colin, en sortant de l'école d'ingénieur, un jour, il a vu un gars qui était en fauteuil roulant et qui était dans une petite pente en descente et qui n'arrivait plus trop à contrôler son fauteuil, qui mettait des grands à-coups très violents avec les mains et puis qui désembardait un peu en dérapant. Et il s'est dit, putain, c'est bizarre, pourquoi est-ce qu'il n'utilise pas ses freins? Donc, il allait en parler à un prof de l'école et le prof lui a répondu, parce qu'il n'y a pas de frein sur les fauteuils roulants. Donc, tout est parti de là. Ensuite, il y a eu plusieurs histoires. Colin a d'abord commencé avec un autre gars qui était aussi à Decat après, et qui était aussi de la même école, qui s'appelle Xav. Et ils ont travaillé tous les deux jusqu'à gagner un concours qui s'appelle le James Dyson Awards, donc avec le premier prix France sur base d'un concept qui était qui n'était pas vraiment abouti techniquement. Et puis, comme on est arrivé en stage tous les deux avec Colin à Between et qu'il y avait un grand atelier chez Decathlon, on s'est mis à réfléchir à ce truc-là, à travailler, à faire des prototypes. Et puis, on en est venu à une idée qui n'était pas totalement con. Et du coup, Colin m'a proposé de continuer avec lui. À peu près à ce moment-là, Xav, il avait envie de faire d'autres projets, donc il nous a proposé de passer à autre chose. Il a pris sa part du butin, et hop, nous, on a continué avec Colin. Et aujourd'hui, on est une petite entreprise de 5 personnes, 3 chômeurs, 2 alternants. Et du coup, on est en train de faire une levée de fonds et de développer un dispositif qui va sortir normalement, qui va être distribué, qui va être installé chez nos clients en septembre 2022. L'histoire a commencé il y a 6 ans et on a lancé cette entreprise. La structure existe depuis 2 ans et ça fait 8 mois qu'on est installé ici au Between Village, chez mon ancien employeur. Alors, je vais vous montrer ce dont je suis le plus fier. C'est le bureau qu'on a fabriqué pendant nos 3 premiers jours de chômage. Voilà. Et du coup, on développe ce système qui est un système de freinage pour les fauteuils roulants manuels. Éventuellement, je vais peut-être vous faire en 2 secondes la présentation qu'on a, qui est bien, qui explique bien le projet. Par contre, c'est plus une présentation pour les gens qui comprennent, pour les investisseurs et tout qui ne connaissent pas. Donc, merde, pas partager. On est tous un peu des investisseurs, donc ça va. Vous voyez plein écran ou vous voyez moyen écran, vous? J'ai cru que tu allais dire pour les gens qui comprennent rien. Ouais, non, mais parce que pour les valides, on va dire quoi. C'est pas une pub pour les utilisateurs de fauteuil, ça. Est-ce que vous voyez plein écran? On voit bien, t'inquiète. Ouais, on voit bien ton écran. Ouais. Non, mais maintenant, vous voyez plein écran. Donc, du coup, en gros, ça se présente sous la forme d'une paire de roues, mais je vais vous l'expliquer un peu plus. Aujourd'hui, les utilisateurs, ils n'ont pas d'autre choix que d'utiliser leurs mains comme des plaquettes de frein. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la seule interface pour faire avancer le fauteuil, c'est la main courante. Et la main courante, elle est fixée solidairement par rapport à la jambe. Donc, pour la faire avancer, on pousse vers l'avant. Et pour freiner, on frotte la main comme si, en fait, en vélo, on devait attraper le pneu avant pour freiner, quoi. C'est un problème qui concerne un paquet de gens. Donc, des utilisateurs de fauteuil, il y en a 65 millions dans le monde et 650 000 en France. Bon, en vérité, c'est entre 350 et 650, on ne sait pas trop. Et nous, on a estimé que les utilisateurs vraiment actifs quotidiens qui avaient besoin de notre solution, c'était une centaine de milliers de personnes en France. Et cette problématique-là, en fait, elle intervient régulièrement, puisqu'on a fait le calcul à peu près sur une espèce de carte qu'on a trouvée. Et il y a 10% des rues de Paris qui sont en pente au-delà de 4%. Et 4%, c'est la limite PMR, enfin, c'est la norme, quoi. Donc, en gros, à ce titre, 10% des rues de Paris sont inaccessibles. Donc, on voit surtout Montmartre en haut, là. Or, Paris, c'est quand même vraiment pas la ville la plus pentue. Et surtout, ça ne prend pas en compte tous les petits escaliers. Dès qu'il y a une petite pente, un petit pont, un escalier, il y a une pente à côté. Et pour certaines personnes, c'est compliqué de s'arrêter parce qu'ils n'ont pas forcément de préhension dans les mains ou de force dans les bras. Et il faut savoir encore un dernier truc, c'est que parmi les utilisateurs et les utilisatrices de fauteuils,
Il y en a je dirais en fait, une majorité qui souffre de troubles musculo-squelettiques parce qu'en fait, ils utilisent leurs bras avec leur même fonction que des jambes. Or, c'est pas fait pour. Et du coup, pour se propulser, pour faire des transferts et pour freiner, il y a dès 6 mois d'utilisation, il y a 35% des gens qui ont des TMS à l'épaule. Et donc, il y en a une quantité un peu plus faible au niveau du poignet, au niveau du canal carpien. Et après 20 ans d'utilisation, en gros, c'est quasiment tout le monde qui a eu soit des TMS à l'épaule, soit au poignet, quoi. Donc, c'est une problématique majeure, c'est que les gens, ils ont les bras déglingués. Ils ne veulent surtout pas passer au fauteuil électrique parce que pour eux, c'est un peu la fin. Mais ils veulent se préserver. Quand on demande aux gens, donc on a fait une étude en 2020, parce qu'on est passé par HEC avec Colin pendant 1 an, où on a fait une espèce de formation 3 jours par mois qui était super chouette. Ils nous ont dit qu'il faut vraiment aller sur le terrain et tout, et on a fait des dizaines d'interviews, et on a fait aussi une enquête un peu plus grand, avec quasiment 200 personnes utilisateurs de fauteuils qui ont répondu. Et il y a en gros les 3 quarts des gens qui disent oui, j'ai du mal à freiner, ou bien je demande l'aide de quelqu'un régulièrement. Et ça, c'est des gens à qui on n'avait pas parlé de la solution, bien sûr. Et il y a 9 personnes sur 10 qui répondent oui, je pense qu'il faut améliorer le freinage. Donc au début, on ne nous en parlait pas de cette problématique, pourtant c'en est une. Du coup, ça, c'est notre petite équipe. Il y a Colin qui a pris le rôle plutôt de direction de l'entreprise, administratif et finance. Moi, je suis directeur technique, puis au final, là, comme on est un peu à la bourre, je suis un peu aussi en train de passer leader commercial. Ensuite, on a intégré Mathias dans notre équipe, qui est aussi un gars de l'UTC, mais qui est une bête en mécanique et du coup qui s'occupe vachement de l'ingénierie et puis là un peu plus de la supply. Il se trouve qu'on est en train de lancer 10 paires de roues en pré-série, donc voilà, les choses avancent bien. Et du coup, on a recruté ensuite Marion et Manon, respectivement en qualité et réglementaire, et pour la communication et le marketing. En sachant que c'est un dispositif médical et que donc il y a des gros besoins en gestion de réglementation, marquage CE et compagnie. Voilà, donc on a eu pas mal de chance en arrivant. J'aurais envie de dire déjà, on aurait pu mettre un gros logo Decathlon parce que bon, on est dans leur bureau et on est en train de collaborer avec l'entreprise AML et qu'en plus on a accès à l'atelier de prototypage. Donc vraiment, il y a des très belles synergies avec notre ancien employeur. Et puis sinon, on a été incubé à Eura Santé. C'est un peu ceux qui nous ont chauffé à rendre le projet réel et qui sont venus vers nous au début. Pareil avec Odefi, TechCare, la BPI. On a pas mal de pognon, de subventions et puis surtout de conseils qui font qu'on en est là aujourd'hui. Et puis du coup, je vous mets la vidéo, hein, parce que de toute façon, je n'arriverai pas à vous faire une belle démo en live au bureau. Vous avez le son? Yes, on a. Donc ça, c'est une roue normale. Là, en gros, il se crame la main quoi, en descente. C'est une vraie crainte pour moi de me brûler, soit quand il pleut, en fait, c'est humide, donc il faudrait tester ça. Et soit quand vraiment il fait très chaud, en fait, ça me brûle carrément. Wheelchair, c'est l'ancien nom. Et c'est vachement réactif. En même temps, ça permet d'avoir une nuance dans le freinage. Ça, c'est quand même très appréciable. Vraiment, le confort de ne pas se brûler les mains, de ne pas devoir mettre des gants, les enlever, les machins, ça, c'est super chouette.
fait un système de frein qui ne pousse pas les gens. C'est pas vrai. Un frein qui ne bouge pas et tout seul qui casse. C'est vrai, c'est vrai. On revient pas de le tester, je suis hyper contente. Ah, merci. Merci beaucoup, c'est trop cool. Bon, là, c'est parce qu'on demande du pognon dans cette vidéo-là, mais. Enfin, des votes. La tronche de Colin, elle est bien, là. Voilà. Donc, du coup, j'enlève la. Attends, je regarde ce qu'il y a à la fin, c'est peut-être pas très important. Ouais, la structure de comment on va le vendre et tout, ça vous intéresse peut-être pas. On va faire en freestyle la fin. Donc ça, c'est pour en arriver au produit qu'on a là. Donc, je vais vous faire je vais me connecter avec mon téléphone. Ouais, en plus, tu disais que ça faisait quelques années, donc ça faisait 6 ans que ça avait commencé. Tu sais, ça représente combien d'itérations, un tel Ouais. projet? Bah là, le prototype sur lequel je suis assis, on l'appelle le V5. Et je vais vous Ouais. montrer, si vous voulez, les protos les uns derrière les autres. Boum. J'ai l'impression que quand je suis connecté avec mon ordi, il a pas envie de connecter mon téléphone. Non. Une seconde. Normalement, ça Non, marche. je reviens. C'est le petit interlude. Hop, une petite pause entre les deux. Vous pouvez prendre un chocolat, un café. Voilà. On peut l'applaudir aussi. C'est bon, Lancelot, te revoilà. Alors, du coup, ma caméra face avant elle est un peu naze, mais je vais vous montrer en changeant tout ça. Donc, en gros, ouais, on a préparé des petits trucs sympas quand on était à un salon en octobre à Paris, c'était cool. Là, on a un peu de bordel, désolé. Ça, du coup, c'est parce qu'on est en train de préparer une fabrication de 10 paires de roues. Donc, on a déjà commencé à investir un peu de matos. Sur les 10 paires de roues, il y en aura une qui va se faire défoncer la gueule au laboratoire d'essai. Il y en a plusieurs qui vont rester au bureau pour les tests commerciaux et les essais pour les préventes. Et puis, il y en a qui vont partir en test longue durée. En gros, notre premier proto, c'est ça. On le voit dans les premières vidéos. C'est bien dégueulasse. En gros, c'était une roue de fauteuil roulant sur laquelle on avait vissé un bout de bois pour mettre la main courante. Et là, en gros, on avait juste rayonné un moyeu de vélo à rétropédalage. Et en fait, le premier proto, il faisait pas marche arrière. Donc, notre premier défi technique, ça a été de réussir à faire marche arrière à un moyeu à rétropédalage. Donc, je sais pas si vous avez déjà été sur un vélo hollandais, mais quand tu te mets à fond sur les pédales, bah, tu recules pas, quoi. Juste, tu freines très fort. Et du coup, l'idée qu'on avait résolue à travers ce proto-là, c'était de foutre, je sais pas si vous voyez, mais en gros, il y a une roue libre de vélo qui tourne dans un sens et pas dans l'autre. Et en gros, ça, c'est l'objet de notre premier brevet, c'est d'associer une roue libre en plus. Et du coup, quand tu es en marche avant, la roue libre, elle se bloque, donc ça retourne l'énergie du freinage. Et au moment où tu es vraiment à fond en train de freiner et que tu es en vitesse zéro, si tu continues de tirer en arrière, ça libère la roue libre et tu peux me faire marche arrière. Ensuite, le deuxième proto, c'est celui qui est sur les grilles, là, c'est celui-là. Donc, on était plutôt contents. On avait, en fait, un des trucs qui nous emmerdait, c'est que sur un maillot à rétropédalage, le jeu entre la marche avant et la marche arrière, il est vraiment élevé, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, on avait déjà bossé comme des malades pour réduire tous les petits jeux et tous les endroits possibles. Donc, il y avait déjà un usinage qui était quand même assez galère à réaliser pour les fournisseurs. Et malgré tout, attends, je le prends ça entre les jambes. Si je bloque le pneu et que je touche la main courante de droite à gauche, il y a un espèce de jeu à vide qui est vraiment pas très agréable et un peu spécial. Du coup, les utilisateurs nous disaient souvent, ce jeu-là, putain, on peut pas le réduire, c'est un peu perturbant, on peut pas faire du deux roues, du coup, c'est un peu compliqué. Du coup, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait intégré une fonction de blocage, comme ça, et c'était assez stylé d'ailleurs. Mais en gros, cette espèce de petit truc de blocage, il permettait d'avoir une prise directe entre le pneu et la courante. Par contre, ça coûtait cher, c'était compliqué, c'était un peu fragile et tout ça. Donc, on se disait le mieux qu'on puisse faire. Puis en plus, mettre et enlever le truc de blocage à chaque fois que tu as un trottoir à descendre, en fait, c'était un peu ingérable. Donc, on s'est dit, il faut qu'on réussisse à réduire ce jeu. Et puis, du coup, qu'on vire cette fonction-là qui est super chère et super compliquée. Du coup, on a fait le proto V3, qui est à moitié démonté là. Et il reste le trou ici. Donc là, on s'est chauffé avec les retours des utilisateurs. On a mis des rayons en fibre. Un peu pour être à la mode. Donc en gros, la roue, elle a que 12 rayons, elle est assez stylée et tout. Mais bon, c'est une galère, ça coûtait une fortune. Et surtout, le jeu, il était encore un peu trop élevé, quoi. Il y a encore une bonne quinzaine de degrés de jeu. Et puis en plus, le jeu, il était vraiment dans le vide. Et puis on se rendait compte aussi que quand on propulsait le fauteuil, parfois, tu avais comme un mini, peut-être 1 centimètre, où tu devais avancer avant que ça rentre en butée. Et du coup, à chaque à-coup vers la marche avant, c'était un peu chiant.
Et du coup, on a travaillé encore une fois, on s'est creusé la tête pour améliorer le truc, mais c'est de plus en plus subtil. Et du coup, là, il y a la version 4 qui est ici, qui avait commencé par péter à 2-3 endroits, puis qu'on a réparé, puis voilà. En gros, on va dire que c'est la 4.1. Et du coup, là, c'est celle que je présente régulièrement et qui commence à être vraiment la version la plus aboutie. Donc, en gros, c'est du rayonnage classique avec un côté croisé et un côté droit. La flasque de la main courante, elle est en aluminium plié. Ça, c'est des composants un peu standards. La main courante, l'espèce de petit boudin et tout. La jante, pareil. Et en gros, bah, on a un jeu d'actuellement là qui commence à être vraiment réduit, quoi, qui est vraiment de 4-5 cm. Et puis on a mis un espèce d'élastomère à l'intérieur qui fait que c'est un peu mou entre les deux, c'est un peu gluant, enfin comment dire. En gros, quand on fait marche avant, on n'a pas l'impression d'être complètement dans le vide, on a l'impression plus qu'on comprime une sorte d'élastomère ou de ressort. Donc bah, là, je peux pas en même temps filmer, en même temps monter dessus, mais il faudrait que vous l'essayiez à l'usage. Si vous passez au PTV, je pourrais vous le faire essayer. Et l'autre truc dont je n'ai pas parlé qui est assez intéressant, c'est qu'on a passé vachement longtemps à... Attends une seconde. Putain, je chante cette pièce. Voilà. Une seconde. C'est comment est-ce que tu fais en sorte que dans le main qui traîne au bureau, voilà. Ça, c'est un moyeu de vélo à rétropédalage. Et en gros, un moyeu rétropédalage, du coup, en général, c'est du côté droit, donc c'est comme ça. Là, tu as le pignon du vélo, donc sur lequel tu fous la chaîne. Là, tu relis les rayons du vélo. Et puis, bah, ça, en fait, tu as une espèce de patte qui est le même ensemble cinématique que la vis, que tu viens fixer sur le haut banc du vélo, c'est-à-dire sur le cadre. Parce que quand tu freines, bah, il faut qu'il y ait quelque chose qui retienne par rapport au cadre. Or, sur un fauteuil roulant, les roues standards, en gros, elles s'enlèvent comme ça. C'est un peu galère de tenir le truc en même temps que je filme. Mais en gros, j'appuie sur un bouton là avec mon doigt, mon index, et je retire la roue super facilement. Donc le standard de fixation, c'est cette espèce d'axe de standard là, qui est ultra pratique. Franchement, c'est super bien ce truc-là. C'est super facile à installer. Dès que tu rentres dans ta voiture, tu l'enlèves en 2 secondes. Sauf que bah, vu que c'est un rond dans un trou, il n'y a rien qui l'empêche de tourner. Donc il n'y a rien qui permet de se retenir en rotation. Du coup, nous, on a dû faire une modification de ce standard. Et en gros, on est en train là, on a quasiment fini de designer ce que nous, on a appelé les adaptateurs. Donc, on a créé une interface. L'interface, c'est cette espèce de petit pion qui est en gros qui est une surface sphérique qui se fout en dessous du support d'axe. Donc, en gros, cette pièce-là, elle était déjà sur le fauteuil standard. Des petites perles de manière à ce que ça arrive à Florence par rapport à cette surface. Et du côté de la roue, il y a une espèce de barillet comme une marguerite, tout un tas de merde. Et ben on arrive à trouver un trou qui rentre enfin, le petit pion rentre dans le petit trou et ça fonctionne. Si je vous montre en gros, là je fais rentrer. Alors c'est chiant parce qu'il me manque une main là. Avec ma tête, j'essaye de soulever le fauteuil. Tac. Donc là en gros, je rentre la pine dans le trou et vous allez voir qu'il y a forcément une position dans laquelle j'arriverai à faire rentrer le petit champignon dans son trou. Et voilà. Ce qui est chiant, c'est que selon si c'est un châssis fixe, un châssis pliant, les différentes marques et tout, il y a un million de formes. Mais nous, on est content parce qu'on a trouvé, on va dire, un standard principalement qui correspond à peut-être 80-90% des marques de fauteuils. Donc c'est cool, c'est une bonne étape de franchie. Et du coup, sinon, là où on en est, c'est qu'on commence le lancement commercial. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore de produits, mais on fait des préventes. Un peu comme la plupart des marques qui se lancent. Le but, c'est de remplir le carnet de commandes et d'avoir des gens qui financent en avance la production. Parce que ça nécessite un assez gros fonds de roulement de lancer toute cette production, alors que ça va se vendre en pas mal de temps. Et du coup, on espère avoir 50 précommandes d'utilisateurs et 50 précommandes de professionnels qui veulent s'équiper d'un modèle de démo dans leur magasin. Parce qu'en fait, plus tard, ça va être vendu par des revendeurs. Et du coup, on en est à 4 personnes qui ont aujourd'hui déjà investi de leur poche pour avoir le produit. Plus un qui a validé un dossier MDPH et qui devrait normalement revenir vers nous. Donc 4 sur 50, c'est quand même cool, en sachant qu'on n'a pas encore de commercial dans l'équipe. Et du coup, il y a pas mal de gens qui nous contactent pour essayer le produit. Le problème, c'est que comme on est à Lille, il faut qu'on organise un grand tour de France et tout, et ça fait partie de nos priorités.
Donc Et du voilà, coup, il y a des pros qui sont intéressés. Ce matin, j'étais en visite chez un revendeur. Hier, j'ai fait mon premier cours de basket de rugby fauteuil et du coup, j'en ai parlé à pas mal de gens à Lille. Et du coup, mon but, c'est de trouver des testeurs pour la validation clinique et des futurs clients parce que du coup, on aimerait bien remplir le carnet de commandes pour une livraison en septembre 2022. et l'utilisateur, il achète un fauteuil et il achète tes roues, ou il achète un fauteuil et ensuite il remplace les roues qu'il avait et je sais pas ce qu'il en fait, ou pour finir, on peut acheter des pièces détachées uniquement. Enfin, je sais pas comment ça se passe. Ouais, bah disons que Allô? c'est. Tu m'entends pas? Bon, je vais me connecter avec mon ordi, j'aurai un meilleur réseau avec Ouais, le Wi-Fi. si, c'est bon. Si j'ai plus besoin de présenter un truc, tac, tac, tac. Il reste 3 minutes. Ton micro, par contre. Ouais. Donc, désolé, je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. Ouais, en gros, un fauteuil roulant, ça s'achète avec les roues, bien évidemment. C'est comme un vélo, tu n'as pas le droit de le vendre sans les roues. Par contre, quand tu achètes ton fauteuil roulant, c'est un peu comme une bagnole. Tu as plein d'options. Et en gros, les fabricants de fauteuils, ils sont déjà très habitués à ce que le fauteuil, par exemple, il va coûter 2000 € à nu. Mais si tu veux les roues d'une meilleure marque, si tu veux des cale-pieds en carbone, si tu veux un frein un peu plus léger, si tu veux un coussin anti-escarre, tout est une option en fait. Tout ce qui n'est pas de la merde, c'est une option. Et du coup, c'est totalement logique qu'en moyenne, tu payes 2 tiers du prix du fauteuil, plus un tiers du prix, c'est que des options pour avoir des petites poignées qui sont rabattables, des roulettes de bonne qualité avec des amortisseurs. Tous ces trucs-là, c'est fait pour être des options, c'est vendu comme ça. Et nous, notre objectif, c'est de travailler avec les fabricants pour être une option disponible que tu as juste à cocher la case en fait. Mais pour ça, bah, il faudrait qu'on ait un business un peu comme Gore-Tex ou Shimano, et c'est ce qu'on essaye de faire. Mais dans un premier temps, dans le lancement du produit, on a choisi de faire quelque chose que tu peux monter, c'est pas très compliqué. Dans tous les cas, tes roues d'origine, bah, c'est toujours cool d'avoir des roues de rechange quand tu crèves. Et c'est assez fréquent que les gens ils améliorent leur fauteuil comme ça. Donc, c'est pas idéal de devoir faire changer les roues d'un fauteuil alors que les roues sont neuves, mais il y a plein de gens qui sont prêts à le faire sans aucun souci. Et question par rapport au financement, parce que là, je suis allée voir sur votre site. Une personne qui a un fauteuil, tu parlais de la MDPH, c'est ça? Ouais, alors en fait, globalement, les modes de financement, il y en a pas mal. Hein. Mais il y a la sécurité sociale, c'est le principal, qui finance 500 balles pour un fauteuil roulant, en gros, 459. D'accord. Un fauteuil actif, ça coûte 6000 balles. Donc, c'est pas suffisant. Donc, pour abonder ce truc-là, il y a les mutuelles. Les mutuelles, souvent, c'est 300%, 400% de la part de la Sécu. Donc, tu arrives à peu près 1500 € de financement, ce qui est toujours insuffisant. Ensuite, tu as une autre aide qui est la MDPH, Maison départementale du handicap, pour laquelle tu fais un dossier qui dure des plombes, ça dure quasiment 1 an. Parfois, ils finissent par oublier ton dossier et tout. Enfin, c'est compliqué. Mais normalement, c'est des gens qui sont payés pour ça et c'est départemental. Et ils viennent chez toi, et ils améliorent des choses dans ta maison, dans ta voiture et éventuellement, ils financent des choses, notamment des accessoires pour ton fauteuil. Et il y a un budget qui est de 75% du prix du fauteuil pour tes accessoires de fauteuil. Typiquement, si tu veux un petit moteur pour aller derrière ton fauteuil, tu peux faire financer par la MDPH. Et après, il y a les missions handicap d'entreprise. Et puis après, il y a tout un tas d'autres associations, de choses comme ça qui existent. Et nous, en gros, comme la partie clinique, c'est un des gros sujets de notre stratégie, on ne peut pas juste demander à la Sécu de nous rembourser. En gros, il faut une étude clinique, ça dure à peu près 1 an et demi. Ensuite, tu fais un gros dossier. Ensuite, tu as 6 mois de négociation avec la Sécu, avec différentes administrations qui sont la CNEDIMS et la CEPS et la Haute Autorité de Santé. Et en gros, au bout d'un moment, ils finissent par dire ouais, bon, vas-y, ok, on rajoute une ligne dans les trucs de remboursement et c'est parti. Donc, si on avait fait un fauteuil roulant ou une prothèse de hanche, il y avait déjà une ligne et on n'avait plus qu'à dire on est un nouveau fabricant de cette même ligne. Ils auraient dit bon, bah, tu as le même remboursement que tous les autres parce que tu apportes le même produit. Mais comme nous, on a un truc qui n'existe pas, bah, il faut prouver qu'il y a un bénéfice à avoir un freinage sur un fauteuil manuel. Et après, pour eux, c'est combien ça coûte le bénéfice. Enfin, combien tu es prêt. Bah, ça va économiser combien en vie humaine? Enfin, tu vois, c'est des calculs qui s'appellent médico-économiques, qui sont incompréhensibles et il faut faire une négociation pour dire que tu vas améliorer la qualité de vie, que tu vas diminuer les troubles musculo-squelettiques, que tu vas faire économiser du pognon à la Sécu à la fin, quoi. Enfin, c'est compliqué comme truc. C'est subtil. J'espère avoir été clair. C'était hyper intéressant en tout cas, merci. Ben, nous, on travaille déjà là avec le CERA, donc le Centre d'études d'appareillage des recherches des handicapés. Et on est en train de commencer cette recherche, ce protocole d'études cliniques.
Avec eux, c'est aussi avec eux qu'on fait les essais, donc ils font des descentes de fauteuils pour simuler 8000 descentes de trottoir pour valider la partie mécanique. Et en gros, on va probablement faire un questionnaire d'amélioration de la qualité de vie. Et du coup, on a l'intention de faire ça dès qu'on aura le marquage CE, donc dès qu'on aura les premières commercialisations. En parallèle, on va demander à des gens d'être des testeurs, pour le coup, qui ne sont pas nos potes, quoi. C'est vraiment des gens qu'on ne connaît pas et on n'a pas le droit d'être en relation avec eux. Et du coup, objectif, c'est que d'ici 2 ans, on ait une nouvelle ligne LPPR, donc liste de prestations liste de produits et de prestations remboursables par la Sécu. Voilà, c'est un peu un parcours du combattant. J'ai beaucoup appris de trucs là-dessus depuis 6 mois et on s'y met, mais on n'a aucune garantie qu'un jour il y aura un remboursement. Donc c'est beaucoup d'investissement parce qu'on va dire qu'en France, c'est pas très commun de devoir payer pour sa maladie, quoi. Voilà. Même s'ils le font régulièrement, ils aiment bien qu'il y ait au moins une petite prise en charge, sinon c'est un peu abusé, quoi. Ok, bah canon comme projet, quoi. J'ai envie de dire, beaucoup de sens, quoi. Aider les autres, tout ça, c'est excellent. Et puis en plus, il y a eu du taf Ah non, mais ça m'a entendu. Nous, on veut juste gagner du pognon. techniquement. Et est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour là, il est 47, juste pour le timing, mais s'il y a une ou deux questions encore, on prend. Pas de questions particulières, juste pour dire que je trouve que le projet est vraiment top. Franchement, félicitations. Grazie. Et du coup, il y a enfin, juste question, du coup, c'est remonté jusque genre à la secrétaire d'État en charge des personnes en situation de handicap ou... Ma pote Sophie? Ouais. Non, on la connaît pas encore, celle-là. Enfin, on a dû la voir dans un ou deux webinaires, je sais pas trop quand. Non, mais je n'ai pas la prétention de dire qu'on va révolutionner la vie de tous les utilisateurs de fauteuil. Je pense que notre produit, il a vraiment un intérêt pour les utilisateurs qui ont soit des TMS un peu vénères, soit des amputations, soit de la tétraplégie, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'appréhension. Mais comme on fait une roue qui est un peu plus lourde et qui a quelques inconvénients, surtout le poids notamment, et le fait qu'il y a un petit décalage là, c'est plus dur pour faire du deux roues. Donc globalement, les mecs qui ont des bras comme ça, qui sortent dans la rue, qui font du basket, ils sont pas spécialement intéressés par ce produit-là. Donc disons que dans la niche, on est encore plus dans une niche. Mais moi, je suis certain que ça va améliorer la facilité d'utilisation pour plein de gens, des vieux, des gens qui ont mal au bras, des gens qui n'ont plus de préhension dans la main, donc tous les tétraplégiques bas. Tous ceux qui utilisent des petits moteurs pour lesquels il n'y a pas de frein, donc c'est super dangereux. Voilà. Je ne sais pas si ça a le mérite de remonter ministère, mais j'espère qu'un jour, on aura une part de remboursement, ce serait déjà bien, quoi. Lancelot, tu sais si vous êtes, il y a vraiment pas d'autres solutions sur le marché aujourd'hui. Vous savez, enfin, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de comment ça se, enfin, est-ce que vous avez pu capter des trucs là-dessus ou pas? Les concurrents, c'est Decathlon qui vendent des gants pour le vélo. Ouais, non, mais voilà, par les gants, Et effectivement. encore, les gens, ils cousent des pneus de vélo sur le gant, tellement ils le défoncent vite. Donc, et sinon, il y a un fabricant qui s'appelle ADI, qui est au Québec, qui est au Canada. J'ai jamais vu une seule personne, ni en France ni ailleurs, avoir ça, qui font une espèce de frein à disque, sauf que le frein à disque, il n'est pas au niveau des roues. Donc, c'est comme si sur ton vélo, tu avais tes freins au niveau du cadre, tu vois. Ouais. Donc, en fait, c'est un peu de la merde. Enfin, c'est pas assez inadapté, quoi. Ok. Et vous bossez un peu avec enfin, vous êtes connecté à l'équipe handisport qui est en Italie ou pas du tout, même si j'entends que c'est. On en parle tous les jours et non, pas trop, mais disons que. Non, mais ça vous aidera peut-être pas plus que marché, ça. Decathlon, c'est un peu un ovni vis-à-vis du marché du handicap. Il y a des manières de distribuer qui sont ultra spéciales que moi je découvre. C'est vraiment un monde de requins avec beaucoup comment on dit, de monopole et avec des trucs très très spécialisés. Donc il y a des distributeurs et des importateurs qui revendent à des revendeurs spécialisés. Il n'y a que eux qui ont le droit de vendre des fauteuils roulants, etc. En fait, personne n'achète chez Decathlon. Je pense que c'est pas demain la veille que Decathlon sera leader dans ces trucs-là. Du coup, même si ça nous fait plaisir de collaborer avec Decathlon, c'est pas notre priorité aujourd'hui. Oui, c'est pas à vous. Non, mais ça n'a pas, effectivement, ça n'a pas d'intérêt direct. Et la vraie réponse aussi, c'est que nos roues, c'est le new feel du fauteuil roulant. C'est pour rouler tous les jours, en fait. C'est pas pour le moment, je pense que c'est assez inadapté au basket et au rugby, les roues. Enfin, non, mais de toute façon, l'équipe, elle est plus sur les produits. L'équipe, elle bosse plus sur les produits autour du fauteuil que du fauteuil, de toute façon, aujourd'hui, puisque c'est, comme tu le dis, je pense pas un sujet très facile à. Niveau distribution, c'est assez compliqué. Mais j'espère qu'un jour, on collaborera avec Decat et avec tous les autres gens qui font du handisport. Mais là, tel quel, on essaye déjà de se trouver une place dans des gens qui ont besoin d'un fauteuil pour rouler dans la rue, quoi. Enfin, c'est déjà pas mal du tout. Et c'est du sport, hein, putain, déjà. Bravo, en tout cas. Merci. Bon, top. Merci beaucoup, Lancelot, d'avoir pris du temps pour nous présenter ça.
Plaisir. Canon. Donc du coup, pour tous ceux qui sont présents, merci d'avoir été présents. Je vais couper l'enregistrement juste après, mais globalement, il y a le replay, donc vous pourrez le diffuser à qui vous voulez. Vous pourrez en parler à tout votre réseau externe de ceux qui sont concernés par un handicap, qui sont sur siège. Le prochain Café Maker, il a lieu dans 1 mois et c'est du coup c'est quelqu'un d'interne et en fait c'est une personne qui fait de l'upcycling de meubles IFI. Qui fait de l'électronique IFI et du coup qui prend des meubles des années 70 avec des tourne-disques et qui rénove tout ça. Il s'appelle Nicolas Faure et ça va être canon, donc ça sera début mars, me semble-t-il, le 2 mars prochain. Donc je vous souhaite tous une bonne après-midi, bonne fin de café à vous et puis à bientôt. Merci d'avoir été présent. Merci. Salut Merci tout le encore, monde. Lancelot. Bon Passer un après-midi. petit message. Salut. Si jamais vous avez des potes, des proches ou des potes de potes qui sont utilisateurs de fauteuils, on recherche des testeurs pour la validation clinique. Donc, n'hésitez pas à en parler et n'hésitez pas à leur proposer de me contacter sur epure.eu. On a un formulaire de contact. Yes, moi je remets de toute façon, je fais un email avec le replay où on met tes contacts, ton site. Cool. Donc, du coup, Et si vous avez des potes très très riches, on fait une levée de fonds aussi. très bien. Bon, allez, bye bye. Salut tout le monde, merci. Merci Moi, beaucoup. c'est l'émission Qui veut être mon associé là? Ouais, on a postulé, ils Ça nous va. ont pas pris, ces petits bâtards. C'est vrai? Ouais, mais on n'était pas chaud pour postuler au début, puis on avait rencontré Hubert qui nous a dit vas-y, faites-le, c'est trop bien, moi j'ai gagné mes as de clients. Donc on s'est dit bon, on postule sans conviction, et puis en fait, ils nous ont pas pris. Ouais. Ça Ça arrive. sent pas assez On a- gros.